On va passer la parole en fait à notre deuxième panéliste, Madame Hala Soubra, qui est avec nous ce soir. Elle va aller plus dans un contexte particulier. Elle va nous parler du Liban, de la Syrie. Je vais commencer par vous présenter. Madame Soubra est chercheure associée à la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public de l'Université de McGill. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Elle est spécialiste du droit des femmes au Liban et dans le monde arabe. Madame Soubra a développé une grande expertise dans la sociologie des organisations intergouvernementales. Elle est auteure de plusieurs recherches et rapports, et plus particulièrement sur les femmes libanaises et les femmes syriennes réfugiées au Liban. La parole est à vous. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier CQFD et ACOSI. Les acronymes, c'est un peu difficile, mais de m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous. Et deuxièmement, je voulais dire que j'ai visité le Yémen. Et le Yémen, c'est un pays adorable. Je ne sais pas pourquoi on s'attache beaucoup au Yémen quand on fait la visite. Et puis... troisième chose, avant de commencer, j'aurais aimé qu'il y ait une possibilité de questions, de débats, parce que ce que je viens d'entendre, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et peut-être c'est bien d'avoir trois visions des choses, parce que moi, oui, j'espère bien, mais parce que moi, j'ai une autre vision des choses. Je viens du Liban et on a vécu au Liban une guerre pendant plus que 15 ans. Et puis, il y a tout récemment la guerre syrienne, avec toutes les répercussions de la guerre syrienne sur le Liban, parce que, comme vous le savez, il y a 1,5 million de réfugiés syriens au Liban, donc ce sont les conséquences de la violence, surtout aux femmes. Pour revenir au sujet, les violences faites aux femmes au cours de guerre, donc la guerre, généralement, qu'elle soit une guerre conventionnelle ou non, par procuration ou non, parce que ce que vous avez avancé tout à l'heure, vous avez parfaitement raison, ce sont des guerres par procuration, qu'il s'agisse de guerre par procuration, de guerre civile ou de guerre non conventionnelle, il y a tout le temps des violences qui dévastent toutes les sociétés, qui dévastent hommes, femmes, enfants, tout le monde. Mais pourquoi la femme, elle est tout le temps, on parle des violences faites aux femmes en situation de guerre, c'est parce que les femmes sont généralement le maillon le plus faible et les conséquences sont plus graves sur le maillon le plus faible, et surtout dans les sociétés qui, au départ, ça veut dire même en temps de paix, il n'y avait pas de droit reconnu aux femmes, et la situation des femmes n'était pas une situation comment dire, de point de vue droit, elle n'avait pas tous ses droits, elle ne participe pas comme il faut au niveau de participation économique ni politique. Vous avez parlé de participation, moi je parle après la guerre, moi je parle de participation économique et politique, même avant la guerre. Là, il faut faire cette analyse. Donc, qu'est-ce que vous pouvez imaginer la situation avec la guerre et même après la guerre? Donc, on parle moi je parle maintenant, ma présentation va se concentrer sur cette région du monde, ça veut dire la région du monde arabe, où la femme est le maillon le plus faible parce que, comme je viens de dire, la situation même avant la guerre, c'était une situation qui n'est pas trop excellente, qui avait beaucoup de choses à faire pour l'émancipation des droits de la femme. Qu'est-ce que je voulais dire donc, dans cette situation ce que la BD souligne comme violence aux femmes au Yémen, ce sont les mêmes violences partout. Vous l'avez bien dit que pour parler de ça, c'est un peu, entre guillemets, peut-être banal, parce que ça se voit dans la BD. Et si on pense quelles sont les violences faites aux femmes, on a tout de suite les mêmes idées. Ce que je vais faire, c'est juste dégager quelques points de la BD et puis rajouter quelques détails et puis peut-être... vous donner un petit éclairage sur la situation entre le Liban et la Syrie, parce que la crise syrienne aussi, c'est une des pires crises humanitaires actuellement, qui a des répercussions aussi sur le Liban. Je parle surtout des réfugiés syriens au Liban. Quel type de violence? Moi, j'ai fait, comme vous l'avez dit, des études sur les réfugiés syriens, des enquêtes dans le cadre de l'ISP, l'Institut de sciences politiques, quand j'étais au Liban, qui relève de l'Université Saint-Joseph. Et on a fait des études sur le mariage précoce, sur le travail des réfugiés syriens, sur tout type de problèmes que rencontrent les réfugiés syriens au Liban. Je peux vous dire que ce sont les mêmes problèmes qui sont relatés par la BD. Premièrement, c'est
l'interruption des études, ça c'est normal, parce que quand en temps de guerre, et surtout parce qu'avant la guerre, l'éducation de la femme n'était pas trop prioritaire dans une famille. En temps de guerre, c'est mieux de rester à la maison parce qu'on risque le déplacement. Et puis c'est plus sécuritaire de laisser la fille à la maison pour ne pas avoir à s'affronter à tout type de violence. Ça a des répercussions, je sais pas, des répercussions sur l'avenir des filles, sur des années à venir. Ce ne sont pas des répercussions momentanées. Parce qu'une fille qui est privée de l'éducation quand elle est dans l'école primaire, etc., elle ne peut plus se racheter. Et là, je peux vous dire que ce qui arrive dans les réfugiés syriens au Liban, il y avait des centaines, même des milliers d'enfants, hommes et filles, garçons et filles, qui ne sont pas scolarisés pendant des années parce que les écoles libanaises ne sont pas capables de les accueillir. Et il y a de surplus d'étudiants. Ils ont fait 2 shifts, comme un avant midi et soir. Vous pouvez dire qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui veut venir à 3 heures pour étudier jusqu'à 9 heures du soir de point de vue attention, concentration et tout ça. Et puis, après des années, je me demande quel est l'avenir de ces enfants-là, qu'il s'agisse de filles ou d'hommes. Maintenant, les filles, c'est un peu peut-être pire parce qu'ils ne sont pas armés, ils ne peuvent pas se défendre et tout. Donc, premièrement, il y a la question de l'interruption de l'éducation. Moi, je n'ai pas chronométré. Vous pouvez me dire... donc je peux parler des heures et des heures si vous voulez sur ça parce que j'ai fait des études et puis la situation elle est vraiment déplorable. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Deuxièmement, il y a le changement de rôle. Ça veut dire que la BD aussi l'avait très bien présenté, c'est que les femmes sont d'un jour au lendemain considérées comme le chef de famille et par conséquent elles sont obligées de subvenir aux besoins de cette famille. Ou bien, comment ? Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Donc, il faut aller vite. Alors, 3 minutes. Moi, je pensais plus que 3. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Donc, changement de rôle. Elle est la chef de famille. Elle doit subvenir à ses besoins. Peut-être elle est devenue veuve. Les hommes font la guerre. Et puis, c'est elle qui doit voir les besoins des enfants. Elle est obligée de sortir pour travailler. Et elle, parce que je parle de cette situation, de ces sociétés particulières, elle n'a pas la capacité ni les qualifications pour travailler un travail qui est un travail digne. Dans ce cas, c'est pourquoi il y a la dérive vers la prostitution. Et là, je vous dis qu'il y a pour reparler des réfugiés syriens, il y a beaucoup de réseaux de prostitution dans la région parce qu'ils ont besoin de travailler. Il n'y a pas d'autres... Maintenant, ce sont des exceptions, oui, mais c'est vrai. Ça veut dire que ça arrive qu'ils sont portés vers la prostitution. Le taux de chômage, par exemple, dans les réfugiés syriens, dans les camps de réfugiés, était à 70%. D'après les chiffres des Nations Unies, pas d'après mes chiffres à moi. Victime, donc, mariage précoce, ça se voit aussi dans la BD, mariage précoce, parce qu'on a besoin non pas juste de chercher la sécurité et la stabilité de la fille, mais on a besoin de l'argent de l'époux. Parce que d'après les études, les époux ne sont pas les maris des filles. Ça veut dire qu'ils se marient comme adolescentes. Ce n'est pas des mêmes tranches d'âge. Le décalage prouve que c'est un mariage, non pas pour l'amour, mais c'est un mariage juste pour que les maris puissent vraiment subvenir aux besoins de la famille. C'est, entre guillemets, comme si on vend les filles indirectement. Excusez-moi le terme, mais c'est ça ce qui se passe. Et là, le taux de mariage précoce, on ne peut pas avoir des chiffres, c'est ce qui est pire, parce que ça se fait d'une façon parfois informelle, et puis il n'est pas enregistré. Et dans ce cas, on ne peut pas savoir vraiment le taux de mariage précoce. Et là, vous pouvez vous-même me dire les conséquences du mariage précoce sur la fille, de point de vue éducation, de point de vue santé, de grossesse pour les adolescentes, et puis surtout quand les services de santé ne sont pas assurés en temps de guerre. Donc, je parle des services sanitaires donc, qui sont effondrement. Donc, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par ça. D'après les chiffres des Nations Unies, 2,5. Le taux de mortalité maternelle est de 2,5 plus élevé qu'en temps normal, en temps de guerre. Ce que je peux vous dire aussi qu'il y a difficulté d'adaptation quand il y a des réfugiés partout dans le monde. Difficulté d'adaptation, ça peut développer la violence conjugale. Ça veut dire que si les enfants sont énervés, ils ne trouvent pas de travail, ils n'ont pas la langue donc ça peut créer
tout type de problèmes psychologiques. Les conséquences sur la femme en tant que violence conjugale, c'est elle qui subit la violence des enfants au cas où ils sont des jeunes adolescents qui ne peuvent pas vraiment s'adapter dans ces sociétés. Si j'ai encore de temps, j'ai encore combien de minutes? En fait, le temps est fini, mais je vous laisse conclure. Donc 2 minutes. Je dois attirer aussi votre attention pour que ma présence ait une valeur ajoutée, parce que là, dans les conflits, quand il y a des réfugiés aussi, par exemple au Liban, il y a un grand nombre de réfugiés syriens qui n'ont pas de statut légal. Ça veut dire qu'ils sont venus de point de vue clandestine, elles sont clandestinement au Liban, et dans ce cas, c'est pire, parce que les filles les femmes qui n'ont pas des pièces d'identité, ils ne peuvent pas circuler, ils ne peuvent pas chercher du travail, et là, parfois, ils restent isolés, et puis ils sont victimes de tout type d'arrestation, d'expulsion, et tout ce que vous voulez comme violence, parce qu'ils n'ont pas... Et là aussi, je dois souligner cet élément que beaucoup de réfugiés syriens n'avaient pas d'acte de naissance. Et ça, la véritable catastrophe. Parce qu'ils étaient incapables d'aller enregistrer les naissances en Syrie. Ils n'ont pas la capacité de le faire au Liban parce que ça coûte de l'argent. Et là, vous avez un nombre d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous pouvez imaginer la suite. Je ne veux pas continuer puisque je vais pas dépasser la bande dessinée. Ce qui est important dans cette bande dessinée, c'est qu'elle souligne aussi le rôle... Le rôle des femmes dans le processus de paix. Et ça, c'est très important parce qu'il y a comme un aspect volontariste. Ça veut dire que la femme peut faire, la femme a le droit de faire, mais ce n'est pas tout le temps vrai, évident. Je vous dis, moi, je parle un petit peu de la région parce que ce n'est pas uniquement les hommes qui font la guerre et les hommes qui vont faire la paix et qui rejettent les femmes. Ce sont les mêmes hommes qui font la guerre et les mêmes hommes qui font la paix. Ça veut dire les mêmes dirigeants qui ont fait la guerre sont eux-mêmes qui veulent faire la paix. Et là, je vous donne un exemple concret du Liban pour ne pas parler de la Syrie. Le Liban, ce sont les mêmes. Donc, la femme n'a pas de place ni dans la guerre ni dans la paix. C'est pourquoi elle est victime. Oui, elle est victime. Et si elle veut changer les choses, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. D'après expérience, il y a la mentalité à changer, il y a les politiques publiques à changer, il y a la sensibilisation, la conscientisation. Si vous avez eu la chance d'avoir des femmes qui sont sensibles et sensibilisées et conscientisées, mais il y a plein de femmes dans la région qui ne sont pas vraiment conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que leurs droits sont bafoués et qu'ils dépendent largement des hommes, qu'il s'agisse des enfants, des pères ou du mari. Ils sont complètement dépendants et leur choix n'est pas entre leurs mains. L'enjeu de ces sociétés, c'est un enjeu assez difficile. Peut-être que plus tard, on aura l'occasion de parler de tout ça, mais c'est pas facile, ça veut dire c'est assez compliqué. Oui, la femme, elle est en train de subir les violences comme toute la société, mais elle en particulier. Mais il y a beaucoup de choses à faire et surtout, oui, elle doit participer au processus de paix. Mais dites-moi, si avant elle ne participait pas, comment après la guerre, elle va pouvoir participer? C'est le système qui ne le permet pas. Et là, je vous dis que c'est pas uniquement la femme qui est victime dans ces pays, c'est même les hommes. Ça veut dire que c'est l'individu qui est libre et qui est actif, qui n'existe pas. C'est quelques groupes qui sont au pouvoir et puis qui font tout pour tout le monde. Et malheureusement, c'est ça la situation. C'est un peu dramatique, mais c'est la vérité. Merci.